Ulf von Lilienfeld-Toal et Stefan Ruenzi proposent dans un article récent publié dans le Journal Finance une étude sur la relation entre la détention d'actions par le PDG ou encore CEO et les performances boursières du titre. Ils montrent qu'une stratégie d'investissement fondée sur une information publique, à savoir l'importance de la participation du CEO dans le capital de l'entreprise, peut générer des rendements anormaux annuels de l'ordre de 4 à 10%. Le résultat apparaît surprenant tant l'information de base est facile à obtenir. Il plaiderait pour une forme d'inefficience, relativement forte d'ailleurs, des marchés boursiers. Les auteurs ne ferment pas la porte à ce type d'explication, mais ils préfèrent envisager une explication plus subtile. Les rendements anormaux peuvent subsister si l'équilibre des prix sur le marché boursier provient d'un processus plus complexe qui tient compte de la dynamique des comportements des différents acteurs sur le marché. Des modèles récents recourant à la théorie des jeux en fournissent le soubassement. Von Lilienfeld-Toal et Ruenzi procèdent de la manière suivante. Ils retiennent l'ensemble des titres cotés pour lesquels la participation du CEO dans le capital excède un certain seuil, par exemple 10% des actions. Ils constituent, à partir de ces titres, un portefeuille qui est détenu pendant une durée d'1 mois. Ils mesurent alors la performance dégagée. Enfin, à partir des rentabilités mensuelles, est estimée une rentabilité anormale pour cette stratégie, c'est-à-dire une rentabilité en excès du taux sans risque et des primes de risque habituellement calculées. Une autre façon de mettre en avant des rendements anormaux a consisté non seulement à acheter les titres à forte participation du PDG, mais aussi à vendre simultanément les titres à faible participation, d'ailleurs le plus souvent à participation nulle. Le rendement anormal mesuré traduit alors l'effet d'une participation forte par rapport à l'absence de participation. L'échantillon a été composé à partir de l'ensemble des actions américaines figurant dans le fichier de la base de données CRSP. Le plus difficile a été d'obtenir des informations fiables sur la participation des CEO au capital des entreprises qu'ils dirigent. Les auteurs ont combiné différentes sources, en commençant par la plus fiable. Ici, le fichier construit par Douglas à partir d'informations recueillies à la main, puis en incorporant successivement différentes bases de données commerciales comme ExecuComp, SEC Disclosure et Thomson Insider Filings. La période couverte va de janvier 1988 à juin 2010. La rentabilité mensuelle anormale d'une stratégie I est estimée à travers le coefficient alpha I du modèle à 4 facteurs de Carhart. La stratégie de comparaison B est soit la détention de l'actif sans risque, si seules les entreprises à forte participation sont prises en compte, soit la rentabilité d'une stratégie contenant des portefeuilles à faible participation. Le modèle de régression est estimé sur des données mensuelles. Les valeurs des 4 facteurs proviennent du site internet de Kenneth French. Nous reprenons ici quelques-uns des très nombreux résultats fournis par von Lilienfeld-Toal et Ruenzi. Mais ils sont tous convergents. Quelle que soit la mesure retenue, portefeuille équipondéré ou portefeuille pondéré suivant les valeurs boursières, les coefficients alpha sont significativement positifs de l'ordre de 0,3 à 0,5% par mois, soit entre 3,7 et 6,2%
par an. Les résultats sont du même ordre quand la stratégie combine des positions longues et courtes. Il n'est pas évident que le modèle de Carhart contrôle les effets de tous les facteurs sur la rentabilité boursière. Pour compléter leurs résultats, les auteurs ont recours au modèle de Brennan, Shordia et Subramaniam, qui exprime la rentabilité d'un titre en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ils incluent, de plus, deux variables muettes. L'une, DMID, qui prend la valeur 1 si l'entreprise a une participation de son CEO au capital qui le situe dans la médiane, dans une proportion allant de 60 à 80% au centre de la distribution. Et l'autre, DTOP, prenant la valeur 1 si la participation du CEO la situe dans les valeurs les plus fortes, soit au top de la distribution. Deux techniques ont été utilisées pour estimer les coefficients. D'un côté, une régression en panel, et d'un autre, l'approche assez standard dans la littérature financière, dite de Fama et Macbeth. Les variables de contrôle utilisées dans les régressions que nous citons sont la taille, la croissance des actifs et des ventes, le logarithme du ratio book to market, une variable muette pour les entreprises technologiques, le cours, le marché, en l'occurrence ici une variable muette représentant le Nasdaq, la performance passée du cours de l'action, la liquidité de ce titre. Il apparaît qu'appartenir aux 20% ou aux 10% des entreprises qui ont la participation la plus forte de leur CIO à leur capital est un facteur positif pour la performance boursière. Ici, sur ce tableau, respectivement 0,31 et 0,41% de plus. Le phénomène est marqué pour les participations les plus significatives. La première explication avancée à ce résultat surprenant est que les investisseurs ont bien conscience de cette rentabilité anormale, mais ne peuvent pas en tirer profit parce qu'ils souffrent de limites aux possibilités d'arbitrage. Coût trop élevé des transactions, difficulté de négociation de faible volume, volatilité trop forte au niveau des cours quotidiens. Une autre explication possible serait que l'essentiel de ces résultats serait dû à des petites entreprises opaques et pour lesquelles l'asymétrie d'information serait particulièrement grande. Enfin, la dernière explication avancée par les auteurs tient dans la qualité propre du CEO en tant que dirigeant et son aptitude à augmenter le potentiel de l'entreprise à créer de la valeur actionnariale. Von Lilienfeld-Toal et Ruenzi séparent leur échantillon en deux en fonction de la liquidité du titre. Ici, 4 mesures sont utilisées, le volume, le bid-ask spread, la mesure de Hameaude et une mesure de volatilité. Ils calculent, comme précédemment, la rentabilité anormale alpha générée dans les deux cas par une stratégie d'investissement où sont achetés les titres dont le CEO détient une participation au capital supérieure à 10% et où sont vendus les titres où les dirigeants n'ont pas de participation. La différence entre les deux alphas n'est jamais ici significative. Ce résultat n'apporte à l'évidence aucun soutien à la thèse des limites de l'arbitrage. Pour mesurer la symétrie d'information, les auteurs ont recours au suivi des titres par les analystes. Comme précédemment, ils séparent leur échantillon en titres fortement suivis et faiblement suivis.
il n'y a aucune différence significative dans les rentabilités anormales pour ces deux sous-populations. Il en est de même quand la dispersion des prévisions des analystes en matière de bénéfices par action est utilisée comme critère de partage en deux sous-populations. L'origine du résultat de cette rentabilité anormale positive ne semble donc pas provenir d'un problème d'asymétrie d'information. Si la rentabilité anormale est liée à la présence d'un CEO qui a des aptitudes particulières pour accroître la capacité de la firme à générer de la valeur actionnariale, encore faut-il que ce dernier dispose de toute la latitude pour mener son action. Von Lilienfeld, Toal et Ruenzi utilisent plusieurs variables associées au pouvoir discrétionnaire du CEO. Plus forte a été la croissance, plus libre est-il certainement de mener sa politique. Plus forte est la concentration sectorielle, moins intense est la pression des forces de la concurrence. Enfin, un CEO fondateur a plus de pouvoir qu'un autre. Pour ces trois variables, le résultat est identique. Plus grande est la liberté d'action du CEO, plus élevée est la performance anormale mesurée. Il est donc intéressant de constater qu'un moindre contrôle d'un dirigeant, associé à une forte participation dans le capital, peut conduire à une rentabilité élevée. Mais encore serait-il intéressant de savoir par quel canal passe cette amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que cela vient du fait que le dirigeant a une aptitude à dégager des marges plus importantes, à faire connaître à son entreprise une croissance plus vive? Est-ce une aptitude de ce dirigeant à mieux choisir ses projets d'investissement, à éliminer les projets de croissance non créateurs de valeur? Ou encore, est-ce dû tout simplement au fait que le dirigeant prélève moins de richesses sur l'entreprise, accepte un total de rémunération moins élevé et défavorise de ce côté un peu moins ses actionnaires? Pour tester les effets de la détention d'une part significative du capital par le CEO, les auteurs utilisent le même modèle de régression. Dans la structure de ces modèles de régression, grand V est la variable dépendante étudiée, soit une mesure de performance, soit un indicateur de politique d'investissement, soit encore une variable qui traduit la rémunération globale du PDG. Des mid et des top sont les deux variables muettes précédemment utilisées qui signalent soit une participation moyenne, soit au contraire une participation très forte. X est ici un vecteur de variables de contrôle, taille, ratio book-to-market, âge de la firme, appartenance à l'indice Standard & Poor's 500, firme technologique ou non. Enfin, dans ce modèle, sont inclus des effets fixes par secteur et par année. Les entreprises dans lesquelles les CIO détiennent une participation élevée dans le capital dégagent une rentabilité comptable, ici le ratio Return on Assets, ROA, significativement plus grande. Ce résultat est atteint à travers une grande productivité du facteur travail, mesuré ici par le ratio vente par employé, et également par une plus grande maîtrise des frais généraux, mesuré ici par le ratio frais généraux sur total actif. Ce n'est pas le résultat d'une croissance plus forte. Bien au contraire, ces firmes manifestent un taux d'accroissement de leurs ventes plus petit.
En résumé, tout apparaît beaucoup mieux maîtrisé. Les entreprises dans lesquelles les CEO détiennent une participation élevée dans le capital investissent significativement plus que les autres entreprises où les CEO sont absents dans le capital. Il n'y a pas ici de signe de sous-investissement ou encore de croissance sacrifiée pour des objectifs de court terme. Les mêmes entreprises ont une probabilité significativement plus faible de se lancer dans des opérations de fusion-acquisition. Quand elles le font, la réaction des marchés est moins négative que pour les autres. Leur politique d'investissement ne correspond pas à une volonté de construction d'empire au prix d'une destruction de valeur actionnariale. Enfin, les CEO qui détiennent une participation directe importante dans le capital de l'entreprise s'avèrent moins gourmands en rétribution totale. L'effet négatif est très significatif pour ceux dont la participation excède 10%. En conclusion, à travers une batterie de tests, Fonny & Fentoan et Ruenzi montrent que des portefeuilles constitués de titres de sociétés dont les CEO détiennent une participation au capital élevée dégagent systématiquement des rentabilités anormales positives. Le phénomène est robuste et observable de manière continue dans le temps. Ce résultat permet de comprendre pourquoi des dirigeants d'entreprise diversifient aussi peu leur patrimoine. Les coûts de sous-diversification sont ici compensés par une performance plus grande. Ceci étant, il reste un point étrange. Comment une telle performance, qui peut être détectée à partir d'une information publique, n'est-elle pas reflétée dans le cours des actions? Les auteurs écartent les explications tenant à l'inefficience des marchés. Aucun élément ne vient supporter les effets potentiels des limites à l'arbitrage ou l'opacité qui entoure certains titres. Par contre, ils ouvrent avec la notion d'équilibre de marché complexe, modélisé par des équilibres de Nash, une perspective nouvelle. Pour que ces PDG, ces CEO, continuent à mettre en œuvre des stratégies de création de valeur, il est important que les cours boursiers ne reflètent pas immédiatement l'ensemble des effets positifs attendus pour les années qui vont venir.